Bonsoir et merci de votre fidélité. Le dossier du dimanche est consacré aujourd'hui à un sujet très technique qui suscite pourtant beaucoup de passion ces temps-ci. Le franc CFA, le CFA, mécanisme monétaire très particulier qui lie 14 pays d'Afrique plus les Comores à la France et à l'Europe. Depuis quelques mois, un débat oppose par médias interposés ceux qui ne veulent plus de la formule actuelle aux partisans du statu quo. Les premiers dénoncent un mécanisme qui viole la souveraineté des États, contribue au pillage des économies africaines et perpétue la domination, j'allais dire, de la France. Les seconds défendent ce qu'ils appellent un système qui garantit la stabilité monétaire, la maîtrise de l'inflation dans la zone franc et une meilleure performance des économies de cette zone. Comment fonctionne ce mécanisme monétaire? À qui profite le franc CFA? Quel est son avenir? Pour en débattre ce soir, nous recevons sur ce plateau M. Bidosessi Romaric Sounovo, consultant en financement et développement des entreprises. On pourrait l'appeler un pro-CFA pour faire simple. Bonsoir M. Sounovo. Bonsoir M. Bara. Et M. Semevor Amadigue, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, économiste spécialiste en microfinance, leader du mouvement Non au CFA. Bonsoir M. Bonsoir M. Amadigue. Je vais commencer avec un peu d'histoire. J'aurais pu vous demander de le faire, mais je crains que ça ne soit long. Un peu d'histoire, comme je le dis très schématiquement, 25 décembre 1945, nous sortons de la Deuxième Guerre mondiale. Le franc des colonies françaises d'Afrique est créé par décret du général de Gaulle. Il deviendra franc de la communauté financière d'Afrique. Avant la dévaluation du franc CFA, on utilisait le franc français et un franc français équivalait à 50 francs CFA. Après la dévaluation, 100 francs CFA et aujourd'hui qu'on est entré, enfin que les pays, la France et les autres sont entrés dans l'euro, 655,96 francs CFA pour 1 euro. Alors la première question que j'adresse à M. Sounovo, cette monnaie a été créée pour répondre à quel besoin? Échange commercial, monétaire entre la métropole et les colonies ou quoi exactement? Alors, pour le peu que j'en sais par rapport au contexte historique ayant conduit à la création de cette monnaie, c'est que pendant ces années-là, c'est-à-dire les années 45, 50 et 60, les pays africains qui sont aujourd'hui de la zone franc avaient principalement pour partenaire commercial la France. Nous avions... Quand vous dites partenaire commercial, c'était véritablement un partenariat commercial? Oui, tout à fait. Partenariat signifie égalité d'entreprise. Est-ce que c'était franchement un partenariat? Oui, tout à fait. Après vous savez, la notion d'égalité est très relative. D'accord. Parce que voyez-vous, lorsque vous êtes dans une position de faiblesse et qu'on vous propose certaines choses, vous êtes obligé d'accepter. C'est un peu cela. Donc après, à chaque partie de tirer des avantages d'un partenariat qu'elle est allée signer elle-même et pour lequel, là on parle du partenariat, il s'est battu. Donc c'était pour faciliter non seulement les échanges commerciaux entre la France et ses colonies. Et en dehors de cela, il faut dire que la France a souvent été un très grand contributeur au budget de nos nations pendant ces années-là. Et donc, c'est toujours plus simple pour une personne qui contribue à votre budget de contrôler votre monnaie, voyez-vous. Donc, et d'en maîtriser tous les atouts. Parce que cette personne se porte non seulement garant de la monnaie vis-à-vis des autres acteurs économiques internationaux, mondiaux en général, et sa réputation aussi en dépend. Très bien, on va avancer on va revenir sur le fond du sujet. 14 pays de la zone franc, peut-être un rappel de ces pays, on a ajouté les Comores. Les 14 pays de la zone franc, il faut dire. Il y a d'abord l'UEMOA. Il y a l'UEMOA, il y a la CEMAC. Voilà. Au niveau de l'UEMOA, il y a 8 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Mali, la Guinée-Bissau, le Bénin et le Niger. Au niveau de la CEMAC, nous avons le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazza et nous avons aussi la Guinée équatoriale. À ces pays-là s'ajoute
les Comores. Parce qu'il y a une confusion, certains confondent, est-ce que c'est les Comores, est-ce que c'est l'île Maurice? C'est bien les Comores. C'est bien les Comores. Très bien. Alors, ce que je vais demander encore à M. Sounouvo, avant qu'on aille dans le fond du débat, les autres pays des autres colonies fonctionnaient comment, quand je prends les colonies britanniques? Alors, ces pays ont décidé, dès qu'ils ont obtenu leur indépendance, de créer... Avant l'indépendance, ils utilisaient les monnaies de leur métropole. Alors ça, je ne saurais vous répondre. Très bien. Je sais pas... Ils utilisaient la livre africaine. D'accord. La livre africaine qui était disposée pour les pays anglophones. Voilà, donc après les indépendances, la livre est partie, les Anglais ont fermé leurs banques, ils sont partis, ils ont laissé les colonies s'envoler elles-mêmes. Très bien. Alors, j'ai toujours une question, parce que les téléspectateurs qui nous regardent constatent que depuis quelques mois, depuis quelques semaines, peut-être au Bénin, mais un peu plus tôt ailleurs, ce débat est né. Et on se demande, qu'est-ce qui a suscité ce débat? Je sais qu'il y a eu en septembre la rencontre, les assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se sont achevées et ont conduit les dirigeants africains à Bercy pour rencontrer le ministre des Finances. Est-ce que c'est au lendemain de cette rencontre que le débat est né ou est-ce qu'il est antérieur? Non, vous savez... Moi, les gens se demandent qu'est-ce qui a pu déclencher ce débat. Vous savez, en 2011, lorsqu'il y avait déjà la crise ivoirienne et que Laurent Gbagbo avait été contraint par les Français, l'économie avait été un peu, en quelque sorte, embrigadée par la France et que Laurent Gbagbo avait fait une tentative de création de sa propre monnaie. Donc, vous savez, en dehors de cela, il y a un panafricanisme virulent, violent et aussi aveugle qu'abject qui est né depuis ces années et qui veut tout mélanger. Donc je pense que c'est un peu dû à cela. Nous avons connu le cas Gbagbo, le cas Kadhafi, mais nous mélangeons tout. C'est un peu cela. Nous mélangeons tout, politique, économie et monnaie. Nous mélangeons tout sans vraiment en connaître les fondements. Mais c'est un débat légitime. C'est un débat légitime parce qu'il permet de situer chacun sur les tenants et les aboutissants de l'abandon ou non de cette monnaie. Et si abandon il devrait y avoir, ce dont je ne doute pas, quand est-ce qu'il faut le programmer? Ah, pourquoi vous dites ce dont je ne doute pas? Vous pensez qu'il y aura abandon, c'est ça? Abandon ou réforme? Ok. Parce qu'il n'y a rien d'immuable. Maintenant, la question est, quand est-ce qu'il faut le programmer? Parce qu'il faut le programmer, forcément. Quand est-ce qu'il faut y arriver? Et moi, je pense que nous ne sommes pas encore prêts pour cela. Monsieur, on entre là dans le débat même qui polarise l'attention. CFA, facteur de stabilité monétaire, quels avantages pour les économies de la zone franc? Est-ce que pour vous c'est un facteur de développement, le franc CFA? Le franc CFA n'est pas un facteur de développement, il faut dire le franc CFA est au service du sous-développement, de la misère, de la famine, de la dictature en Afrique. Je m'explique. Oui, vous avez dit, quand j'ai lu vos documents, que le CFA entame la souveraineté, favorise le pillage des économies, pérennise la France-Afrique. Voilà, qu'est-ce que vous mettez dans tout ça? Voilà, je veux mieux m'expliquer. Je prends un exemple plus palpable. Lorsque vous avez votre mère à la maison, vous faites un travail, vous revenez le soir, vous lui remettez de l'argent. Elle garde. Le jour où vous avez besoin de ces sous pour faire un travail, elle vous dit qu'elle vous avait commandé un travail que vous n'avez pas fait. Il faut aller faire ce travail. Et chaque fois que vous réclamez cet argent, elle vous demande un service que vous devez faire. C'est trop caricatural. Je veux qu'on comprenne. Voilà, donc expliquez-le par rapport donc il faut dire que, c'est pas très clair. D'abord, la monnaie doit être au service du développement et de la croissance. Donc les chefs d'État, pour être de bons dirigeants, ils doivent avoir la maîtrise de leur politique monétaire et avoir la maîtrise de leur monnaie pour jouer sur leur économie, pour avoir une marge de manœuvre sur leur économie. C'est en cela que le franc CFA et ses leviers et ses mécanismes sont des leviers de pillage des économies africaines. Dans un autre sens, il entame la souveraineté de ces États. Quand vous dites pillage, vous pouvez peut-être donner un exemple? Je vais aller. Qui pille qui? C'est la France? C'est la France qui pille par l'intermédiaire de nos chefs d'État. Je vous explique. Les 4 axes de fonctionnement du franc CFA, quand on parle premièrement de la libre convertibilité du franc CFA en franc français hier et à l'euro aujourd'hui, cela n'est que virtuel. Et à partir de cette convertibilité, la France prend 50% de nos avoirs extérieurs depuis janvier 2005.
On parle d'un montant qui avoisine aujourd'hui 13 000 milliards. Enfin, plusieurs milliards. 20 milliards d'euros. Plusieurs milliards. Et quand on passe par la fixité des parités, qui permet aujourd'hui aux pays de la zone franc d'importer beaucoup plus. Ce n'est pas un facteur de stabilité, c'est ce que les économistes avancent, les banquiers de la Banque centrale avancent comme facteur de stabilité, mais il n'est pas facteur de stabilité puisque les pays comme l'Algérie, la Tunisie ont quitté la zone franc et avant de quitter la zone franc, ils étaient 83e, 84e selon les indices de développement de la Banque mondiale, du FMI, du PNUD. Mais depuis qu'ils ont quitté, ils ne sont plus 83e, 84e. Mais ils sont maintenant au top niveau de la mondialisation du développement économique. Quand vous dites au top niveau, vous parlez de quoi? De la croissance? De la croissance. C'est quoi les facteurs qui vous font dire qu'ils sont au top niveau? Je viens à vous, M. Sounourou. Aujourd'hui, il faut dire que l'Algérie n'est plus à notre niveau. Quand on prend par exemple... Oui, donnez un exemple, son taux de croissance, la maîtrise de l'inflation. La maîtrise de l'inflation. L'Algérie maîtrise mieux l'inflation. Aujourd'hui, avec l'Algérie et la Tunisie, nous savons qu'il y a une industrialisation forte au niveau de ces pays par rapport à nos pays depuis qu'ils ont quitté la zone franc. Monsieur Sounourou, je parie que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Expliquez-nous les avantages d'être dans la zone franc. Alors, donc, le principal avantage et qui est décrié par mon cher ami et contradicteur, c'est quand même la stabilité. D'accord? Parce que nous avons une monnaie qui ne fluctue pas. Vous prenez aujourd'hui le cas du Nigeria, du haut de sa toute puissance économique. Le Nigeria aujourd'hui... Quand vous dites, sans vous arrêter, quand vous dites qu'il ne fluctue pas, on a connu la dévaluation en 1994. Non, la dévaluation, c'est un autre point. Si vous voulez, nous allons parler de ce sujet. D'accord, on en parlera, voilà, c'est sûr. Nous allons en parler après. D'accord, donc vous dites stabilité. Voilà, c'est une monnaie qui ne fluctue pas. Ce n'est pas comme le Naira ou le dollar, ou le dollar, par exemple. Vous voyez, par exemple, le Nigeria, aujourd'hui, du haut de sa toute-puissance, est sérieusement secoué par la baisse du cours de sa monnaie. Le Nigeria a frôlé les 2 chiffres de taux d'inflation. On est passé par des 10%, des 15% et autres. Dans la zone UEMOA, d'accord, l'objectif du taux d'inflation, et qui est presque toujours, à quelques exceptions rarissimes, presque toujours respecté, cet objectif, il est inférieur à 3%. Donc ça veut dire que dans la zone UEMOA où le franc CFA il est utilisé, vous n'avez pas d'inflation qui dépasse 3%. Donc quand on parle d'inflation, où on va à des taux d'inflation à 2 chiffres, on parle de quoi? Du produit que vous achetez à 100 francs, qui le lendemain, il passe à 110 francs. Donc voilà, c'est les populations les plus fragiles, les couches défavorisées, qui en sont directement impactés. Mais est-ce que c'est dû au fait que nous sommes en zone CFA, que l'inflation est mieux maîtrisée avec une autre? Absolument, d'accord. Absolument, parce qu'il y a des contraintes qui nous sont imposées, d'accord? En dehors de cela, nous sommes arrimés à une monnaie qui aujourd'hui est forte. L'euro? Et stable, aussi stable, c'est surtout cela. Deuxième aspect que je voulais développer, nous allons parler de libre convertibilité. Alors, aujourd'hui, dans la zone UEMOA, nous sommes 8 pays, d'accord? Nous sommes à peine, ou un peu plus, 80 millions d'habitants. Le Nigeria à côté, c'est 200 millions d'habitants. Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que chacun de nos 8 pays a en termes d'économie solide? Pas grand-chose. Donc le fait d'être arrimé à une monnaie forte, d'accord? Le principe de l'arrimage, je vous explique un peu. C'est-à-dire que la France se porte caution en disant à tous nos partenaires, écoutez, moi je me porte caution pour la monnaie, donc vous pouvez être rassurés, je garantis la monnaie. Donc il n'y a pas de risque de faillite au niveau des différents États. Mais 20 milliards que doivent décaisser nos pays aujourd'hui, en 2015 on parlait de 13 000 milliards que la France détient parce qu'elle garantit, comme vous le dites, la fixité de notre monnaie. Est-ce que ça ne fait pas trop? Ces milliards auraient pu servir à la croissance de nos pays. Lorsqu'on me dit détient, Enfin, oui. Alors, ça, c'est peut-être pas le terme exact. Ce n'est pas une facture que nous payons. Il faudrait contextualiser les choses. Nous avons un compte qui est appelé un compte d'opération au niveau du Trésor public français. D'accord? Et lorsqu'un État fait des opérations avec l'étranger, c'est-à-dire avec des monnaies étrangères,
On les appelle les réserves de change. Les réserves de change. D'accord. Donc ces réserves de change, dans le contrat qui a été signé avec la France pour garantir la convertibilité de la monnaie, ce contrat prévoyait au début, lorsque le contrat il a été initié, je pense que c'était en 1963, il prévoyait que 100% des réserves de change devraient être consignées au Trésor public français dans un compte appartenant au pays, bien sûr. D'accord? Le compte est au nom du pays. Après, nous sommes passés à 50%. Je pense que c'était en... 65% d'abord. Oui, et finalement, à 50% maintenant, je pense qu'en 2005 ou 2005. Voilà, 2005. En tout cas, on est à 50%. Voilà. Donc, ces 50% représentent aujourd'hui, pour toute la zone CFA, un peu plus de 20 milliards d'euros. Donc, il faut arrêter de dire que c'est l'argent de la France. Non. C'est un compte qui est gardé sous forme de garantie. C'est comme quand vous allez faire un crédit à la banque. La banque vous accorde sa confiance, elle vous finance. D'accord? Mais il faut des garanties. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de défaut de paiement. Et si vous n'avez pas de garantie, peut-être c'est une assurance qui va le faire. Merci. Donc, lorsque vous mettez, par exemple, votre maison en hypothèque et que vous obtenez un financement, à la fin du financement, vous n'allez pas chanter à votre famille que la maison appartient à la banque. La maison, elle est à vous. Mais ça, c'est juste pour prouver votre bonne foi à la banque, d'une part, et d'autre part, le Trésor public français étant le gage de confiance même de cette monnaie, a besoin de maîtriser quand même une petite partie. Mais cet argent, il sert à quoi? Il n'est pas déposé comme ça. Il sert à quoi? Les 20 milliards d'euros. L'argent est Il est utilisé. Même si vous me dites que ça appartient aux Africains, la France ne l'utilise pas pour d'autres... Vous voulez qu'elle utilise à quoi? L'argent est déposé, c'est ça? Vous voyez, alors dites-nous à quoi ça sert, l'argent. 20 milliards d'euros, ça fait 1% de la dette de la France. Ça fait, parce que même moins de 1%, parce que la dette de la France, c'est 2170 milliards. Moi, je veux savoir à quoi l'argent ça sert. Juste là, pour garantir... Mais c'est une caution. C'est une caution. C'est ce que je vous explique, M. Marat. C'est une caution et qui, en plus, est rémunérée. C'est-à-dire, dans les termes du contrat, si la balance, elle est excédentaire, il y a un taux de rémunération un taux de rémunération positif à l'avantage des États africains. Si la balance est déficitaire, ce qui veut dire que en ce moment, c'est la France qui subit un peu le déficit et qui en est responsable. Donc forcément, il y a des pénalités. C'est comme dans tout système financier. Donc je ne vois pas pourquoi il faut en faire tout un pataquès, en fait. Très bien. Écoutez, M. Sono, votre débat devient, pardonnez-moi le terme, un débat plus philosophique, idéologique. Est-ce que vous avez des arguments pour démontrer le contraire de ce qu'il dit? Et je pose une question, puisque vous dites les pays comme l'Algérie, ils ont quitté la zone et puis leur économie a connu une croissance. Je donne l'inverse. Un pays comme le Zimbabwe, c'est pas le CFA, hein, un pays comme le Zimbabwe qui a eu sa monnaie a connu une inflation non maîtrisée, oui. Un pays, en plus, un pays comme la Guinée. Un pays comme la Guinée a quitté le CFA. Oui. Je vais aller plus vif dans le sujet. D'accord. D'abord, le franc CFA entame la souveraineté des États. C'est-à-dire quoi? Oui, vous l'avez dit. Le franc CFA. Et j'ai voulu avoir la démonstration. L'article 3 de la Constitution la Constitution béninoise dit que la souveraineté relève du peuple. Et c'est le peuple qui exerce la souveraineté. Le franc français a été abandonné par un référendum le 20 septembre 1992 au profit de l'euro, ce qui n'a pas été le cas pour la création du franc CFA. Quand on vient au niveau de l'article 98 de la Constitution béninoise, le franc CFA... c'est pour ça que je dis que c'est un débat plus philosophique. Je vais plus dans le détail. D'accord. Voilà. Là, il vient de nous dire, par exemple, avec quelque chose de concret, que l'argent que nous, on estime être déposé ou utilisé par la France, que ce n'est pas le cas, c'est une garantie. Je ne vais pas hiérarchie, vous allez mieux comprendre. Oui, mais... L'article 98 dit quoi? Que sont du domaine de la loi les règles fixant l'émission de la monnaie. Le franc CFA a été créé par un décret, le décret 45-01-36 du 25 décembre 1945, publié au journal officiel français de la même année, le 26. Vous voyez, c'est la première fois au monde qu'un décret présidentiel emporte sur toute une constitution. Et selon l'article 114 de la Constitution, le franc CFA viole les libertés publiques parce que nous déposons 50% de nos avoirs extérieurs au Trésor public français, cette monnaie qui n'appartient pas à l'Afrique. Les 50% sont détenus par le Trésor public français.
C'est-à-dire quoi? 50% des réserves de change. Attention, voilà. Parce que ne se met pas la confusion dans la tête des gens. Les réserves de change, c'est quelque chose d'anecdotique. Voilà, les 50% des réserves de change qui sont détenues par le Trésor public français. Voici comment ça se passe. Mais détenu, il a bien dit que c'est une garantie. Ça ne veut pas dire que c'est de l'argent appartenant à la France. Hein. Ça appartient à la France. La garantie, c'est 20%. Aujourd'hui, les pays de la zone franc couvrent à 100%. Pourquoi ne pas retourner les 80% restants au pays? C'est quasiment impossible, on ne veut pas retourner. Maintenant, les 50%, pour avoir accès à ces 50%, les pays de la zone franc ont accès à 15% de cette monnaie pour financer leur croissance. Les 20% restants, la France vous donne ça comme un prêt commercial à un taux 18. Vous payez un impôt par rapport à ça, c'est-à-dire un intérêt par rapport à ces 20%. La France, pour vous redistribuer votre propre capital, émet ces capitales au niveau de la Banque centrale sous forme d'obligations que les banques centrales vont acheter. Donc il faut dire que les 50% détenus par la France n'appartiennent pas à l'Afrique parce que la France elle-même se sert pour combler ses déficits budgétaires. Et elle prend ses ressources encore pour déposer au niveau des grandes institutions pour bénéficier de ses intérêts et financer sa croissance. Aujourd'hui, il faudrait que le Bénin, les pays de la zone franc arrêtent de déposer leurs avoirs extérieurs auprès du Trésor public français. Vous allez comprendre qu'il y aura chute du niveau de vie des Français. Les Français ne pourront plus payer le RSA qu'ils payent, ils ne pourront plus payer les frais de chômage, ils ne pourront plus payer les salaires. Les 35 heures vont passer à 65 heures environ. Voilà, c'est ce qui va se passer à la croissance. Nous couvrons déjà quasi totalement cette convertibilité, la parité fixe, l'arrimage. Tout ça, c'est de la chimère aujourd'hui, je peux vous dire. Ça n'avantage pas notre croissance, ça n'avantage pas notre développement. Parce qu'à partir de l'an 2000, selon les indices de développement de la Banque mondiale, du PNUD, l'exportation des pays de la zone franc a chuté de 40%. Monsieur Sonovo, quand j'écoute ça, savez, écoutez, je souris, mais je n'ai pas de démonstration, malheureusement. Il dit que il y a beaucoup de points évoqués. Ah oui, donc, alors, les 50%, que c'est ça qui enrichit la France. Il y a beaucoup de points évoqués, d'accord. Et dans un premier temps, je voudrais qu'on fasse un travail de délimitation du cadre du débat. Donc, M. Semevo, il n'est pas pour le franc CFA. On est d'accord? Il est pour l'arrêt immédiat du franc CFA. D'accord? Mais ça, c'est pour le moment de la fiction. Oui, pour le moment graphiquement. Donc, je voudrais qu'on s'entende parce que l'arrêt immédiat du franc CFA au Bénin. Pas au Bénin, dans tous les pays de la zone franc. Oui. Quel pouvoir avez-vous aujourd'hui pour imposer... D'abord, M. Sonovo, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce débat, il est regardé par les Français et je voudrais qu'on clarifie ce qu'il est en train de dire. Je vais y arriver. J'imagine que les gens nous regardent en France. Je vais y arriver. Il dit que si on arrête de payer les 50%, fini la France, on ne peut plus payer... Je vais y arriver. Je voudrais qu'on clarifie ça d'abord. C'est une caricature monumentale. Nous parlons quand même de la France, 5e puissance mondiale, d'accord? 7e puissance mondiale qui passera la 20e après l'abandon du franc CFA. D'accord, ok, d'accord. Il a des démonstrations. Continuez. Donc, nous parlons de la France qui a un peu plus de 2000 milliards d'euros de PIB annuel. D'accord? Et en face, M. Semevo, durant de votre rang d'économiste, vous me parlez d'un compte qui aujourd'hui, avec le cumul de toutes les opérations, a un solde créditeur de 20 milliards qui n'est même pas bloqué, un solde créditeur de 20 milliards, et vous me dites que si ce compte-là est retiré, ce compte qui représente moins d'1% du PIB de la France, si ce compte est retiré, ben c'est la faillite pour la France. Non, attendez, non, moi j'ai envie de vous poser la question simple, hein. Vos chiffres, vos démonstrations, vous les tenez de quel document scientifique? Je ne dis pas que j'en doute, moi je ne suis pas là pour en douter ou y croire. Les rapports de la Banque mondiale, du FMI, du PNUD, de tout ce que vous voulez, de Doing Business, vous allez fouiller. De l'année 2000 jusqu'à 2016, vous allez trouver tous les résultats, tous les chiffres que j'avance. C'est bien fondé. C'est la Banque mondiale qui vous a dit que la France va déposer le bilan. Je vous explique. Oui, les gens ne pose une question. Est-ce que c'est la Banque mondiale qui vous a dit que la France vit à 20 milliards d'euros près? Elle ne vit pas à 20 milliards d'euros près. Il faut aller plus en détail, je vous explique. Dans le contenu du pacte colonial, la France qui dit qu'elle a un droit de priorité sur les matières premières, vous savez ce que ça veut dire?
La France a un droit de priorité sur les matières premières que nous avons en Afrique francophone, dans les 14 pays de la zone franc. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous exportons par exemple du coton, avant de vendre du coton sur le marché international, que va-t-il se passer? Le président de la République prend son téléphone, il appelle la République française, il demande s'ils ont besoin de coton. Non, ça vous faites de la fiction. Pas de la fiction, je vous explique. Vous vivez pas au palais. Non. Tout ce que vous dites, vous imaginez ça. C'est pas la réalité. 11 points du pacte, c'est de la réalité. Non, c'est pas de la réalité. Ce sont les 11 points du pacte colonial qui enrichissent en fin fond la France. Parce que le franc CFA n'est qu'un facteur, n'est qu'un élément. C'est le cœur de l'impérialisme français lié à beaucoup d'autres choses qu'on ne connaît pas. C'est ça les gens ne connaissent pas en réalité. Parce que la France, lorsque nous vendons nos matières premières à la France, nous ne rentrons pas avec de l'argent, mais nous rentrons avec de l'argent en écriture scripturale. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Monsieur Soun, vous voulez réagir avant que je lui pose la question? On ne va pas s'éterniser sur... Non, nous allons passer cela et je tiens quand même à recontextualiser le cadre rapidement. Vous êtes contre le franc CFA, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes un économiste, vous êtes béninois, donc je suppose que votre combat, pour le moment, il se limite au Bénin, parce que vous n'avez aucun pouvoir pour demander à la Côte d'Ivoire qui fait... pas limité au Bénin. C'est pas un dialogue, on va l'écouter. Vous n'avez aucun pouvoir pour imposer à la Côte d'Ivoire, qui réalise plus de 10% de croissance en sortant de guerre, avec ce même franc CFA, qui s'en sort très bien. Vous n'avez aucun pouvoir d'aller dire à Ouattara d'abandonner son franc CFA. Vous n'avez pas le pouvoir d'aller dire au Mali d'abandonner le franc CFA. Donc, le combat, il commence ici. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord? Donc, pour le moment, ça va être le Bénin que vous voulez sortir du franc CFA. Mais monsieur, attendez, c'est moi qui pose les questions, pardonnez-moi. Monsieur Sounovo, ne faisons pas un débat personnel. Non. Je ne doute pas de vos théories, ni de celles de monsieur... Non, les miennes ne sont pas des théories, moi je suis là pour faire comprendre. Oui. Au-delà de ce que vous avez dit, il y a quand même des questions aussi qui se posent, monsieur Sounovo, quand j'ai lu une certaine littérature comme quoi comment ça s'appelle, la France a quand même un droit de veto, par exemple, au Conseil d'administration de la BCEAO. Je voudrais que vous l'affirmiez ou que vous l'infirmiez pour qu'on comprenne si effectivement il a tort. Est-ce que oui ou non, au Conseil d'administration de la BCEAO, la France a un droit de veto? Oui, mais maintenant je vous explique pourquoi. Donc ça pourrait lui donner raison que c'est du Non, mais je vous explique pourquoi. Pourquoi la France a un droit de veto au Conseil d'administration de la BCEAO? Dans le principe d'une garantie. Oui. D'accord. Lorsque moi je me lève aujourd'hui pour garantir votre monnaie, forcément qu'il me faut des éléments, moi. Je ne me lève pas pour garantir votre monnaie en vous laissant gérer votre monnaie comme vous voulez. C'est pour ça que, vous savez, les réserves de change servent entre autres à maîtriser la monnaie dans le sens où, quand on veut baisser la valeur de la monnaie, on va en acheter beaucoup plus et on libère les réserves de change. Et dans l'autre sens, on augmente. Donc ça veut dire que quoi? Avec les réserves de change, on peut maîtriser le cours de la monnaie. D'accord? Bien qu'étant de parité fixe. Cet élément important qui peut nous permettre de détenir à 100% la monnaie, bien évidemment, celui qui nous permet aujourd'hui, en tant que garant de cette monnaie, aujourd'hui, si vous voulez vous sortir du franc CFA, mais plus personne ne nous suit. Parce qu'on n'a pas d'économie solide, on n'a rien. Qu'avons-nous? Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. 80 millions d'habitants, le PIB du Bénin, c'est 8 milliards. 8 milliards de dollars. Donc, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ce système de garantie, forcément, il demande une contrepartie. Et lorsqu'on me dit que l'argent est consigné là-bas, non. Nos États ne vont peut-être pas chercher les excédents. C'est ça. Tout l'argent n'est pas consigné. Nos États ne vont pas chercher les excédents. Et je me rappelle, je pense que c'était en 2012 ou 2013 où François Hollande avait dit, mais écoutez, vous voulez qu'on fasse une réforme du franc CFA? Nous allons nous asseoir et discuter. Nous sommes bien partis de 100%. Donc arrêtons de croire que c'est de la mauvaise foi. Nous sommes partis de 100% et nous sommes arrivés à 50%. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Sounovo, quand même, vous venez... Ça veut dire, excusez-moi, monsieur, ça veut dire que lorsque nous étions à 100%, on estime qu'on n'était pas assez digne de confiance et que nos économies étaient un peu trop fragiles pour qu'on nous confie les 100% de nos réserves de change et qu'on ait du coup le contrôle total de notre monnaie. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 50%. Ça veut dire que petit à petit, ils se rendent compte que, oui, effectivement, on a su la garantie de la monnaie, mais aujourd'hui, la zone est quand même un peu moins fragile qu'elle ne l'était.
Donc nous allons y arriver progressivement. Monsieur, oui, vous voulez réagir? Oui, Sinon, oui. j'allais vous demander... Voilà. Quand on revient au niveau de la Banque centrale... On ne va pas s'éterniser sur... Non, pas du tout. Quand on revient au niveau de la Banque centrale de l'État de l'Afrique de l'Ouest... Il vient d'expliquer pourquoi la France a un droit de veto. Il y a 16 représentants, dont 2 Français. Oui. Et dans le règlement intérieur et les statuts de cette banque, qu'est-ce qui se passe? On dit les décisions sont prises à l'unanimité. Lorsque un Français est absent, cette décision n'est pas prise. Mais il a expliqué pourquoi. Non, c'est eux qui se portent garant. Ce n'est pas une garantie. Normalement, nous devrions recruter la main-d'œuvre française pour accompagner ce travail, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a aucun document juridique qui constate le recrutement de ces Français. Mais quand on écoute le gouverneur de la BCEAO, M. Koné et Timoko, il dit ce que vous dénoncez. Enfin, il ne parle pas à vous, mais ceux qui dénoncent le franc CFA ou la gestion de ce mécanisme, il dit que c'est quand même ce CFA-là qui a permis la croissance de nos économies, aujourd'hui estimée à 7%. Pas du tout. En 2016. Parmi les 15 pays de la zone franc. Ça, c'est une moyenne. 13 pays de la zone franc sont des pays pauvres très endettés. 13 pays sont des pays pauvres très endettés. Allez vérifier. Est-ce que c'est lié au franc CFA? Lié au franc CFA parce que pour financer la croissance économique, il faut des crédits à l'économie. Or, le ratio crédit à l'économie sur PIB dans les pays de la zone franc est de 23%, pendant qu'il est à plus de 150% en Afrique du Sud et à plus de 100% dans la zone euro. Les événements de la zone franc sont plus déterminés par les événements de la zone euro, alors que la création monétaire, la politique monétaire doivent refléter la réalité économique de chacun de nos pays. Quelle est l'unité de compte de notre pays dans le franc CFA? On n'arrive pas à le déterminer aujourd'hui. On ne comprend pas comment ça fonctionne. Le franc CFA, c'est un drame. C'est un drame et il ne faut pas continuer avec le franc CFA. On verra on verra bien dans la suite du débat quelles sont les propositions que vous faites. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut réformer. Enfin, c'est pas encore la question. Mais je vais finir quelque chose. On dit aujourd'hui que le franc CFA a permis la croissance de nos pays. Oui. Il faut dire carrément, l'arrimage du franc CFA à l'euro a rendu incompétitifs nos exportations. Sur le marché international, nos exportations ont chuté de 40%. Attendez, d'abord, il tient le chiffre. Vous tenez le chiffre d'où? Je tiens le chiffre des Doing Business. Je tiens le chiffre de la Banque mondiale. Oui, la période. Non, parce que vous dites ça a chuté. L'an 2000, depuis la création de l'euro de 99 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous voulez réagir par rapport aux chiffres? Je suis incapable de dire... je le suis aussi, mais j'estime que nos téléspectateurs sont assez intelligents pour vérifier sur Internet. Je voulais en arriver à 2 exemples. La Guinée n'a pas sa propre monnaie. Aujourd'hui, la Guinée fait partie des 10 pays les plus pauvres du monde. La Guinée-Conakry, ils ont abandonné le franc CFA, on a vu ce que ça a donné. Le minimum du taux d'inflation qu'ils ont, c'est 7%. Je parlais du cas du Zimbabwe, même, voilà. qui est un autre. Malgré toutes les ressources qu'ils ont. Oui. Le Mali a quitté le franc CFA en 1962 pour créer le franc malien. Ils ont dévalué le franc malien en 1967, c'est-à-dire 5 ans après sa création. En 1984, l'économie était à terre, carrément, pour employer les mots de la rue. Ils ont dû revenir dans la zone franc CFA. Tout ça pour dire quoi? Aujourd'hui, si nos États sont où ils en sont, par rapport à la pauvreté, je pense que c'est pas lié au CFA. Ça n'a rien à voir, cher ami. Nous avons un problème fondamental de gouvernance. Parce que lorsque le Ghana a commencé, par exemple, avec sa monnaie, le Sidi, lorsque le Ghana a commencé avec sa monnaie, mais tout le monde se moquait du Ghana. Parce que voilà, la monnaie était très très faible, mais les Ghanéens, ils ont fait un travail de gouvernance. Donc c'est la gouvernance, c'est une question de gouvernance. Et lorsque nous n'avons pas ces éléments solides, ces bases solides, mais vous pouvez créer n'importe quelle monnaie. Ça va donner quoi? Les Guinéens l'ont expérimenté, on a vu où ils sont. Les Maliens l'ont expérimenté, ils sont revenus là-dedans. Quand dans un pays où vous voulez créer une monnaie, vous sortez aujourd'hui demain, je suppose vous avez le pouvoir, vous sortez du franc CFA, d'accord? Vous créez la monnaie, le Kori béninois, ok? On la rime à ce que vous voulez ou on l'indexe à ce que vous voulez. On va commencer, on va lever des fonds. Vous avez vu le projet de loi de finances 2017, nous avons un besoin de 2010 milliards. À l'intérieur de l'État, on peut
recouvrer que 855 ou 900 milliards tout au plus. Déficit budgétaire, voilà. donc il faut le combler. reste, vous le trouvez où? Vous allez, permettez, attendez, laissez-moi il va continuer. finir. Le reste, vous le trouvez où? Vous avez plus de la moitié, vous allez le trouver où? Vous allez sur les marchés financiers, on va vous dire quoi? Votre pays là, où chaque fois, tous les 5 ans, vous faites des élections, où on passe des messages, c'est la paix, parce qu'on ne sait pas si l'élection, ça va aller, il n'y a pas de stabilité politique dans le pays, la gouvernance, tout le temps, on entend parler, tel a volé, tel, et on veut casser les rues pour rendre le pays plus propre et puis tout le monde. Non, c'est une question de gouvernance. Laissez-moi continuer. Oui. Vous créez cette monnaie avec notre pays actuellement, que nous aimons tous. Il n'a pas encore dit, mais j'imagine que c'est peut-être ça qu'il va dire, il va nous le dire tout à l'heure. Qui n'a rien. Vous allez sur les marchés financiers, vous allez vous financer à quel taux? Mais au fond, il n'a pas encore dit si c'est le Bénin qui crée sa monnaie ou si c'est toute la non, mais zone de qui toute crée façon, une monnaie. il n'a pas le pouvoir de faire créer aux autres pays leur monnaie. On lui donne la parole. Le Zimbabwe, vous avez donné l'exemple du Zimbabwe. Moi, quand j'entends ça, cela me cœur. Sur 54 pays d'Afrique, on n'a trouvé que 3 pays pour donner exemple. J'ai rencontré un ancien dirigeant de la BCAO qui m'a donné 3 exemples. Je l'ai dit, mais ça me cœur parce que 54 pays, vous ne trouvez que 3 pour me donner exemple. La Guinée. Non, quel exemple? La Guinée-Conakry de Sékou Touré, le Zimbabwe et le Zaïre devenu aujourd'hui Congo. Mais le Nigeria a des problèmes. Non, le Nigeria n'a pas de problème. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Le Nigeria n'a pas de problème. Quand on prend ces 3 pays, qui a fait de ces pays ce qu'ils sont? C'est la France, parce que la Guinée a refusé de signer le pacte de Zimbabwe en disant que c'est la France qui a fait. Je parle d'abord de la Guinée. D'accord. De la Guinée, c'est la France qui a fait de la Guinée ce qu'elle est aujourd'hui. La Guinée a refusé de signer le pacte colonial et d'adopter le franc CFA comme monnaie d'échange commercial. Mais que s'est-il passé? Les Français ont compris que même si on changeait la tête de l'État, que les Guinéens étaient déjà acquis à la cause de ne pas adopter le franc CFA. Que s'est-il passé? À la création de la monnaie guinéenne, la fausse coupure de billets a été mise en circulation par les services de renseignement français pour étouffer l'économie. Des accusations graves. Hein? C'est pas grave. Attention, je ne sais pas d'où vous tenez. Je ne sais pas d'où vous tenez. N'ayez pas peur. Parce que non, je n'ai pas peur. Voilà, mais je veux avoir des preuves de ce que vous dites. Et je ne les ai pas. Au moment opportun, nous avons des documents authentiques sur mais tout justement, ce que les téléspectateurs sont là. Les téléspectateurs le savent très bien. Oui. Ils le savent très bien. Parce que vous faites des affirmations, on n'a pas de preuves. Aujourd'hui, 75% de la population mondiale est contre le franc CFA. Tout le monde sait. Tout le monde sait. 75%. De quelle population? De la population mondiale est contre le franc CFA. Mais la population mondiale n'utilise pas le CFA. Non, mais le CFA est utilisé par 15 pays, nous venons de le dire. Écoutez-moi, et vous me parlez de la population mondiale. Donc vous avez fait un sondage à l'échelle du monde. Après l'Asie du Sud. Oui, monsieur Amadi, j'ai l'impression que, pardonnez-moi, je n'ai pas le droit de douter de ce que vous dites, mais les téléspectateurs nous regardent, veulent un débat sérieux, appuyé par de la documentation, par des sources. Mais vous dites, par exemple, la population mondiale est à 75% contre le CFA. La population mondiale n'utilise pas le CFA. Je vous explique. Nous n'avons que 15 pays qui utilisent le CFA. Voilà comment ça se passe. Vous voulez me dire les Américains sont contre le CFA? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois sont contre le CFA. Ça ne tient pas le coup. Vous avez fait votre sondage sur quelle base d'échantillon, s'il vous plaît? La France seule exerce un contrôle sur les 14 pays de la zone franc. À partir des matières premières qu'elle prend, elle met à sa disposition et c'est elle qui les revend aux autres pays du monde. Mais ça ne peut pas plaire. Dans une guerre économique, ça ne peut pas plaire. Par exemple, l'uranium enrichi du Niger, que la France exploite, qu'elle vend à sa guise, à qui elle veut, ne peut pas plaire aux États-Unis, ne peut pas plaire à l'Allemagne. On est d'accord. Ça ne peut pas plaire à l'Allemagne, ça ne peut pas plaire à la Chine, puisqu'ils peuvent aussi, à partir de cela, puiser des ressources. Vous avez fait le sondage où pour avoir les affirmations que vous... Aujourd'hui, je vous ai dit, après ce débat, vous pouvez vous rendre dans les documents de la Banque mondiale, vous pouvez vous rendre dans les documents du service de renseignement russe, vous pouvez vous rendre dans les documents du service de renseignement allemand. Une question précise, un peu qui reflète un peu les incertitudes, quelquefois les interrogations que les gens se posent et qui peuvent conduire à ce qu'il dit, c'est le fonctionnement de cette zone aussi. Comment ça se fait aujourd'hui que, par exemple, le CFA de la zone CEMAC n'est pas utilisé comme il le faut au niveau de la zone UEMOA? Non, c'est des aberrations, disent certains économistes. Oui, est-ce que c'est pas vrai? Effectivement, bon,
C'est des détails mineurs. En fait. Enfin, pour ma part, moi je n'avancerai pas de sondage comme. Permettez, je n'avancerai pas de sondage comme M. Semevo. Les positions qui sont les miennes, je dirais qu'elles sont juste les miennes. Pour ma part, c'est des détails mineurs. Et aujourd'hui, il y a un projet de fusion. Des deux zones qui est en cours. Donc je pense que ça se fera. C'est une aberration, mais pour ma part, c'est des détails mineurs. Permettez, M. Marat, vous allez réagir par rapport à ce qu'il a dit. Donc, aujourd'hui, c'est un fantasme, un grand fantasme de penser que la France a encore la même mise sur notre économie. Parce qu'aujourd'hui, la France n'est même plus le premier partenaire économique de l'Afrique. D'accord ? Maintenant, il a la parole pour vous. Maintenant, vous, M. Semevo, vous dites que quand on veut vendre nos ressources, il faut que la France donne l'autorisation. Donc vous pensez qu'on a demandé l'autorisation pour les changeurs de Godomé aux Français de travailler avec les Chinois alors qu'il y a Colas, Soja, Satom là? Vous répondez quoi par rapport à ça? Juste cet exemple. Je vous dis de lire le pacte colonial de juillet 1960. Vous comprendrez que... Vous nous reculez de 5 ans. Parce que nous parlons du fonctionnement de l'économie aujourd'hui. Et vous nous renvoyez toujours au pacte colonial. Non, c'est pour avoir des preuves aujourd'hui. Oui. Il va lire le pacte colonial signé entre la République française. On n'est plus dans la colonisation. Non, on n'est plus dans la colonisation. Que je le lirai. Non, on est encore dans la colonisation. Oui, répondez à sa question. Répondez à ma question. À sa question, je vais lui dire que simplement que nous continuons d'avoir l'autorisation de la France pour mettre en place nos industries, nos infrastructures, nos hôpitaux, tout ce que nous devrions faire. Parce que nous n'avons pas... quoi concrètement? Ça veut dire que... Un chef d'État demande l'autorisation pour construire un hôpital à... Ah oui. Arrêtez je vous explique. Non, écoutez, arrêtez. Soyons sérieux. Et revenons dans le débat. Oui, dans le débat. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Il faudrait vous avez dit, oui, il faut qu'on aille. Voilà. Il faut qu'on aille à quoi? Lorsque la monnaie d'abord... Non, il faut qu'on aille à quoi? C'est-à-dire... qu'on aille un peu plus de détails. Non, ce n'est pas ce que je vous demande. Je demande, vous avez dit vous n'êtes pas d'accord pour le CFA. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? On frappe notre monnaie, c'est monnaie bénin ou c'est Cori? Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est pas la monnaie béninoise. Qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, nous parlons d'une intégration entre les zones, qu'il n'y en a pas aujourd'hui. On veut une monnaie communautaire. Une monnaie communautaire parce qu'on en a déjà... Une monnaie pour les 14, disons les 15 pays. Les 14 pays ou les 15 pays, une monnaie communautaire. Si certains pays... Donc vous n'êtes pas en train de prôner, disons, une monnaie strictement locale, j'allais dire béninoise. Non, une monnaie pour les 15, d'accord. Pour les 15 pays. Mais il pourrait arriver de la résistance au niveau de certains pays pour ne pas accepter d'appartenir. Cette monnaie, oui. Ça va être... La différence va être où? C'est parce que ça s'appelle CFA. Voilà, je vous explique, c'est ça que je disais. Oui. Le problème se situe au niveau de la libre convertibilité du franc CFA en franc français puis en euros. C'est un problème parce que l'Inde, qui est la 3e puissance, n'a pas sa monnaie convertible. Le Nigeria n'a pas sa monnaie convertible. Et la plupart des pays africains n'ont pas leur monnaie convertible. À partir de cette convertibilité, la France emporte 50% de nos avoirs. Donc, on a déjà dit ça, ne reculons pas. Donc, vous voulez qu'on ait une monnaie... Voilà. Sans les axes de fonctionnement du franc CFA. Sans les 4 axes de fonctionnement du franc CFA. C'est-à-dire convertibilité, la convertibilité, la fixité des parités, le processus du compte d'opération et la libre transférabilité des capitaux. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Donc je voudrais... Il commence par nous parler technique. C'est ça. Et là, je veux qu'on aille dans... Déterminons le cadre. Il veut bien une monnaie commune, mais sans les 4 axes qu'il a cités. J'ai bien compris. Déterminons le cadre. Entendons-nous sur quelque chose. Est-ce que c'est tenable? Aujourd'hui, non, avant même de voir si c'est tenable. Aujourd'hui, vous n'avez aucune légitimité. Votre mouvement, il n'est basé qu'au Bénin pour le moment. Oui, ça, j'allais... Aujourd'hui, laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Aujourd'hui, vous n'avez aucune légitimité pour imposer aux autres pays de sortir du CFA. Donc, disons par où vous allez commencer. Vous allez commencer par où? Par sortir le Bénin du franc CFA, déjà pour montrer que, nous, on peut le faire. Donc, on va aller d'abord sur cette hypothèse-là. D'accord? Où vous sortez le Bénin du franc CFA. Vous avez vu un peu aujourd'hui comment ça se passe dans la zone euro. Personne n'ose sortir d'une monnaie unique. Parce que
personne ne l'a encore fait et qu'on ne sait pas. Permettez-moi. Il va vous parler du Brexit, voilà. Si vous dites ça. Non, le Brexit, c'était même pas la monnaie. Personne ne l'a encore fait et personne ne sait à quoi ça peut ressembler. Aujourd'hui, vous demandez à tous les économistes, vous pensez que la Grèce n'a pas envie de sortir de l'euro? Aujourd'hui, la Grèce a bien envie de sortir de l'euro parce qu'elle a des pressions derrière. Mais la Grèce, il a la parole. La Grèce n'ose pas le faire. Parole, Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la Grèce, de son haut rang, n'ose pas sortir d'une monnaie commune. Et aujourd'hui, vous voulez proposer au Bénin, 10 millions d'habitants, parmi les pays les plus pauvres du monde, de sortir d'une monnaie qui lui donne du crédit, de la garantie et quoi? De la stabilité, vous voulez dire? Et de la stabilité. Oui, je reviens sur ce fait-là. Oui, mais... La monnaie communautaire aujourd'hui dont il parle, la zone euro. Si la zone euro était, la monnaie communautaire était un avantage, pourquoi la Suisse n'a pas appartenu à la zone euro? Pourquoi l'Angleterre n'a pas abandonné la livre pour appartenir à la zone euro? Pourquoi le Brésil, l'Argentine, les États-Unis ne se sont pas fusionnés pour adopter une monnaie communautaire si c'était un avantage? Aujourd'hui, une monnaie forte par rapport à une économie faible, vous avez constaté ce qui s'est passé en Grèce. Et chaque année, cela se produit. Ça a beaucoup de choses à voir. On va ce qui s'est produit en vous Grèce. Dites que nous avons une monnaie forte. Une monnaie forte dans des économies faibles. Des économies faibles. Et si on créait la monnaie dont vous parlez? Beaucoup aujourd'hui ont peur d'affaiblir leur monnaie. Aujourd'hui, le Nigeria a baissé la valeur de sa monnaie pour accroître la consommation locale. Aujourd'hui, tout le monde va acheter vers le Nigeria carrément. Mais personne ne peut vendre ce qu'il achète aujourd'hui. Si nous avons une monnaie qui est repensée, même si on revient sur le cas du Bénin, qui n'a pas quelque chose pour soutenir sa monnaie, comme Monsieur Sonovo, avançons parce oui, par rapport à la Grèce, je voudrais juste corriger. D'accord, vous corrigez très rapidement. Ce n'est pas parce que l'économie est faible, c'est juste parce qu'ils ont truqué leurs chiffres au niveau de leur déficit avant l'adoption de l'euro. Et ils ont été aidés par Monsieur Sonovo, avançons. Ça, tout le monde peut le voir. Ils ont été aidés par Goldman Sachs. Avançons très rapidement. Pas grave. Quel est le bilan? Parce qu'on dit que le temps qui nous reste, il n'y en a pas beaucoup. Quel est le bilan qu'on peut faire de la dévaluation 22 ans après quand même? On avait pensé que la dévaluation va booster les économies. Est-ce que ça a été le cas? Alors, la dévaluation, pour ce qui est des impacts, parce qu'une dévaluation, généralement, ça se fait pour favoriser les exportations. Et la plupart des indicateurs, juste après la dévaluation, par exemple, sur le ratio des exportations, on a gagné 10% en plus, entre 95 et 93 d'avant la dévaluation. Donc, disons que les résultats étaient positifs. Et ils n'ont certes pas été de longue durée, mais ils ont été positifs par rapport à ce qu'il y a eu comme dévaluation. Et effectivement, il le fallait parce qu'il faut reconnaître que nos pays, c'était quoi? Essentiellement, on fait beaucoup d'exportations, d'accord? À partir de 85, il y a eu ce qu'on appelle la dégradation des termes de l'échange. C'est-à-dire que le cours des matières premières a baissé parce qu'il y avait le dollar aussi qui avait plongé. Donc du coup, tout ce qu'on récoltait en tant que produit d'exportation était beaucoup plus faible et n'arrivait plus à financer nos économies. Il fallait forcément dévaluer la monnaie pour permettre maintenant d'accroître les exportations et de revenir à un modèle, à l'équilibre en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que la dévaluation a porté ses fruits? La dévaluation de 1994 était une arnaque contre le peuple africain. Et puis, j'ai l'impression que vous avez un discours, pardonnez-moi le terme, un peu syndicaliste, non? Ce n'est pas syndicaliste, c'est révolutionnaire. Ah, ok, d'accord. Voilà. C'était une arnaque contre les pays de la zone franc. Aujourd'hui, il ne faut pas permettre, lorsque le débat est relancé, la France, pour protéger ses intérêts, dévalue le franc CFA. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'elle veut faire, mais ça ne se passera pas. Qui veut faire quoi? C'est la France. Parce que carrément, je me réfère au président défunt du Togo qui a dit « La France est venue faire ce qu'elle avait à faire ». Elle nous a appelés, nous avons dit non de ne pas dévaluer le franc CFA. Mais elle a dévalué le franc CFA. Lisez la documentation de la BCEAO. J'ai lu dans la documentation quelques réflexions de grands économistes. Quelqu'un comme Carlos Lopez, ancien secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, qui dit qu'il n'est pas contre le CFA, contrairement à vous, mais il dit quand même que c'est un mécanisme désuet qu'il faut réformer. On pourrait le réformer dans quel sens? Alors, le réformer dans quel sens? Dans le même sens où nous sommes partis des 100%. Vous êtes d'accord avec lui? Mais
Mais écoutez, moi je dis il n'y a rien d'immuable. D'immuable, d'accord. Il n'y a rien d'immuable. Par contre, ce n'est pas en 2016 où nous avons encore des économies soutenues à plus de 50 ou 60% par l'étranger que nous allons dire non, mais écoutez, finalement on va frapper notre propre monnaie, on va se retrouver quoi? On va se retrouver où? On va se retrouver dans le fossé. Donc je voulais dire quelque chose. Pour moi, M. Semevo défend une théorie d'un pur populisme qui n'est pas basée sur des chiffres. Parce que là, la plupart des chiffres que moi j'ai vus, c'était des déclarations à l'emporte-pièce, des chiffres à vérifier, dont M. Marat même a douté. M. Marat Je suis censé être voilà. Le médiateur. Je ne dis pas que je doute, mais je m'interroge quand même. Hein. Maintenant, ce que je voulais... Une question avant que vous poursuiviez. Oui. Le mouvement non au CFA, qui est derrière vous? C'est vous, plus quelques étudiants? C'est qui? C'est quel leader sur le plan africain ou sur le plan... On n'a pas besoin d'un leader pour faire une révolution. Parce que nous-mêmes, nous pouvons faire cette révolution. Vous êtes seul dans le mouvement? Non, pas. C'est un bureau. C'est composé de plusieurs jeunes, de plusieurs économistes. Non, pas béninois. Il y a des Camerounais, il y a des Congolais, il y a des Gabonais, il y a des Tchadiens, des Ivoiriens, des Sénégalais. Des économistes. Des économistes, des juristes, des informaticiens qui composent le mouvement Non au franc CFA. Finissez votre réflexion. Entre parenthèses, demandez aux informaticiens de mettre à jour le site parce que je n'ai pas eu toutes les informations là-dessus. D'accord. Ça pourrait aider aussi à la communauté du mouvement. Oui. Donc, je voulais dire, moi, fondamentalement, je pense qu'aujourd'hui, en 2016, ni le Bénin, ni les pays de la zone UEMOA ne sont prêts à abandonner le CFA et avoir leur propre monnaie. Le défi majeur aujourd'hui, c'est la construction d'économies solides, c'est le défi de la gouvernance, de savoir qu'une nation, c'est un ensemble de personnes qui travaillent à construire une économie durable et solide. À partir de ce moment, les termes même de discussion du contrat avec la France aujourd'hui qui garantit, s'imposeront d'eux-mêmes. Très bien. Avant qu'on ne fasse le dernier tour, parce qu'on nous dit que c'est la fin de l'émission, j'ai devant moi, j'aime pas faire la publicité, mais je suis bien obligé, j'ai, je crois, l'avant-dernier Jeune Afrique avec moi, qui nous dit ce qu'en pensent nos présidents, et j'aimerais quand même lire quelques pensées de nos chefs d'État. Le président Faure Gnassingbé, il a été interviewé en février 2010, parce qu'il faut bien préciser la date, le débat était peut-être déjà planait déjà. Il dit: le taux de change fixe lié à l'euro nous empêche d'avoir une politique monétaire. L'unique latitude est fiscale et non budgétaire, ce qui est un inconvénient majeur pour nos pays. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette réflexion. Est-ce qu'il va dans le sens de M. Semevo ou... Non. M. Semevo est dans une théorie destructiviste. Très bien. Et M. Patrice Talon, là, il n'était pas encore chef d'État parce qu'il a été interrogé en janvier 2016, donc c'était avant l'élection. Il disait dans le journal Jeune Afrique, le CFA est-il surévalué? Oui, mais il n'est pas opportun de le dévaluer. Ce serait une catastrophe étant donné le niveau qu'a atteint la pauvreté. Et pour pouvoir rebondir, il va falloir avoir un peu de muscle. Ça, c'était Patrice Talon. Et Ouattara, un peu plus souple, il dit: on ne discute pas des questions monétaires sur la place publique. Il faut que les gens réfléchissent à fond. J'ai voulu lire quelques réflexions de dirigeants africains. On sent tout de même que c'est peut-être partagé, non, les avis sur la réforme? Les avis sont partagés, oui. Et ils ne devraient être que partagés quand on est un minimum rationnel. C'est ça. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui détruire la monnaie que nous avons pour en construire une pour en faire quoi? Nous devons réformer peut-être. Cela veut dire que nous sous-estimons... On est à la fin de l'émission, on va conclure tout à l'heure. Nous sous-estimons notre capacité. La France, après la Seconde Guerre mondiale, ne vaut pas plus que le Bénin d'aujourd'hui. Vous êtes toujours en train de partir de la France. Il faut donner des exemples, beaucoup plus. On est à la fin de l'émission. La Grèce, après la Seconde Guerre mondiale, ne vaut pas ce que le Bénin vaut aujourd'hui pour avoir sa monnaie. Monsieur Sounouvou, une question qui m'inquiète par rapport à ce débat. Avec ce qui se passe, cette fièvre, les mouvements, est-ce qu'il n'y a pas une crainte qui pourrait faire planer le risque de fuite de capitaux? Parce que quand on parle non, je ne pense pas. Je pense que le peuple aujourd'hui est assez mature et qu'il sait que les théories de M. Semevo et de ses compères relèvent d'une pure idéologie, d'un panafricanisme aussi abject
qu'inopérant. Concrètement, il faut le dire, qu'inopérant. Et donc, quand il me dit, après la Seconde Guerre mondiale, la France était pire que le Bénin, non, c'est-à-dire le monde évolue, cher ami. Aujourd'hui, après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas WhatsApp. Après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas des salles de marché aussi efficaces qu'aujourd'hui. Donc, ne venez pas appliquer des solutions de 45 à des problèmes de 2016. On va conclure le débat. Quel est l'avenir? On revient sur la principale question. Comment voyez-vous l'avenir du CFA? C'est votre mot de conclusion. L'avenir du franc CFA finit maintenant et ici. Non, le pas franc ici. CFA, Pas ici. non, ici, quand je dis ici, c'est pour bientôt. Le franc CFA n'a plus d'avenir. Le franc CFA va partir et une nouvelle monnaie sera émise par les Africains eux-mêmes ayant un lien sociologique avec nous. Et le franc CFA... Quand vous parlez comme ça, vous avez le sentiment que les populations sont d'accord avec vous? Ils sont beaucoup d'accord. On ne peut pas avoir une monnaie qui soit appelée franc CFA. Un lien sociologique avec nous. Et il faudrait aussi que nos banques centrales deviennent nos banques, que les chefs d'État décident de la politique monétaire. Il faudrait désormais que M. Koné se présente à l'Assemblée nationale du Bénin pour présenter chaque fin d'année son bilan de travail. Beaucoup. Et dans tous les pays de la votre mot de conclusion. On ne va pas épuiser le débat ce soir. Non, le débat n'est pas épuisé. Voilà. Alors, moi, je voudrais dire de tout ceci que ma position reste claire. Je pense qu'il n'est pas opportun aujourd'hui d'abandonner le franc CFA. Il est peut-être opportun de penser à le réformer. Et avant de penser à le réformer, il est opportun de construire nos économies nationales, de changer de mode de gouvernance, parce que tout part de là. Merci infiniment. Nous sommes à la fin de cette émission consacrée au CFA. J'avais comme invité M. Bidosessi Romaric Sounovo, consultant en financement et développement des entreprises. Vous l'avez senti, il est pro-CFA. M. Semevor Amadiguet, économiste spécialiste en microfinance, c'est le leader du mouvement Non au CFA. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, à l'équipe de réalisation conduite par Christelle Sagouin. À dimanche prochain.